Comme vous le savez sûrement, les courbes graciles requièrent un travail important de lecture, de recherche et de montage. Si le contenu proposé vous plaît, je vous encourage vivement à le soutenir. Vous pouvez liker, commenter et partager autour de vous cet épisode. En 1917, lorsque la révolution bolchevique éclate en Russie, bon nombre de Russes choisissent de quitter leur patrie pour un ailleurs qui offre encore des promesses de liberté. Ce sont les populations les plus aisées tout d'abord qui décident de s'exiler, à Berlin bien souvent, puis à Paris, dans l'attente d'un retour au calme. En 1921, on estime que plus de 2 millions d'individus prennent la route de l'exil. Aux grandes dames des plus optimistes, la politique soviétique finit toutefois par se durcir. Entre la violence de la guerre, la famine et le désœuvrement, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, créant une nouvelle vague d'émigration, plus large cette fois, dans les années 30. Dans ce climat mortifère, les arrestations sont fréquentes. Après un simulacre de justice, nombreux sont ceux qui sont exécutés. La famille des victimes reste bien souvent dans l'ignorance. On leur explique que leurs proches ont été condamnés à 10 ans de camp, sans droit de correspondance. C'est la formule établie, leur faisant croire qu'ils sont toujours en vie. Un voile de silence total s'abat sur ces familles dont les proches disparaissent sans explication. Les circonstances qui entourent leur décès ne sont jamais dévoilées. À l'image de Nina, le personnage principal du roman La Plongée, écrit par Lydia Tchoukovskaya, qui évoque la disparition soudaine de son mari. Comme les dates étaient gravées dans ma mémoire, au guichet de la prison, le 5 janvier 1938, on m'avait répondu « Il est parti ». Mais où ? Il vous écrira lui-même. Et au parquet, 48 heures plus tard, 10 ans sans droit de correspondance, avec confiscation des biens. À sa libération, il vous enverra une lettre. Outre le poids de la bureaucratie qui s'oppose à l'obtention d'informations, les victimes sont ignorées. Il ne reste donc rien de ces individus torturés et assassinés par le régime. Ce qui est d'ailleurs souligné par Hannah Arendt, qui écrit, dans Les origines du totalitarisme, que la police secrète opère le miracle de faire en sorte que la victime n'ait jamais existé du tout. L'incertitude règne en maître dans ce nouveau pays qu'est l'URSS. Ainsi, pour quitter le pays, certains empruntent la voie du Sud, en passant par Constantinople, et d'autres celle du Nord, par la Finlande. Mais une troisième voie subsiste, tout aussi dangereuse, c'est celle de l'immobilité. Pour les écrivains et écrivaines ayant choisi ou subi cette dernière option, quelle est la place que leur accorde ce régime totalitaire ? Dans ce nouveau numéro des Courbes graciles, nous allons nous intéresser au destin croisé de deux écrivaines, Anna Akhmatova et Lydia Tchoukovskaya. Au début de l'ère soviétique, la poétesse Anna Akhmatova, connue pour être l'une des figures de proue de l'acméisme, décide de demeurer en URSS, contrairement à d'autres écrivains et écrivaines connus de son époque. Elle accède à la notoriété dans les années 1910 en participant activement à la création de ce nouveau mouvement qui s'oppose au symbolisme, auparavant prédominant, en compagnie d'autres auteurs tels que Mandelstam. En quelques mots, les acméistes revendiquent l'usage d'un langage concret, simple, accessible pour poétiser le quotidien. On remarque qu'une partie de l'élite intellectuelle, fréquentée par l'autrice, se réjouit tout d'abord du coup d'État de 1917, nourrissant ainsi l'espoir qu'un régime démocratique serait mis en place. Face à la réalité, la déception est forte. À partir de cette date, l'autrice s'éloigne petit à petit des poèmes d'amour qui ont fait sa renommée, car le basculement communiste intègre en filigrane sa poésie, et on peut la comprendre. Plus encore, au vu de l'intensité des bouleversements qui sont à l'œuvre, comment pourrait-il en être autrement ? Ceux qui restent, par choix ou par nécessité, parmi les intellectuels et les artistes, voient leur existence progressivement changer.
Au début de la révolution bolchevique, une police politique est rapidement constituée. Mais le pouvoir ne cible pas immédiatement les écrivains, même subversifs, car Lénine souhaite enrayer en premier lieu la guerre civile qui fait rage de 1917 à 1923. Son approche est profondément opportuniste, puisqu'il comprend que des écrivains au service du régime sont nécessaires pour mener à bien sa propagande. Mais les gens de lettres sans parti finissent par être considérés comme suspects. Lors de son accession au pouvoir, il procède par étapes, en commençant par s'attaquer à la presse. La garde soviétique pénètre tout d'abord dans les imprimeries, détruisant les journaux qui viennent d'être tirés en vue d'être distribués. Puis les maisons d'édition, les librairies, les bibliothèques perdent leur autonomie, sont surveillées et placées sous le contrôle du régime. Travaillant dans l'édition, l'autrice évoquée il y a quelques instants, Lydia Tchoukovskaya, verra elle-même disparaître la plupart de ses collègues dans les années 30, ce qui lui donnera envie d'écrire le roman Sofia Petrovna. Ce roman, dont l'héroïne occupe le même poste que l'autrice, met en scène une femme, communiste modèle et sincère, qui finit par découvrir à ses dépens à quel point le régime est insensé et violent. Sa collègue, secrétaire et amie, est arrêtée pour terrorisme en raison d'une faute de frappe. En effet, elle écrit rouge au lieu de rouge. Ce qui l'a conduit à prendre sa défense, mais elle est contrainte de démissionner. On note également que son fils est placé dans un camp sans explication apparente. Jusqu'à la fin, ce dernier demandera même à sa mère d'expliquer aux autorités qu'il est un bon communiste, qu'il y a erreur, en vain. En février 1940, lorsque l'autrice lit clandestinement ce roman à Anna Akhmatova, celle-ci l'écoute avec une grande émotion et essuie quelques larmes avant de déclarer « Chaque mot est vrai ». Cette histoire, écrite en plein régime stalinien, met en lumière l'essence du stalinisme, comme l'affirme la philosophe allemande Hannah Arendt. Les origines du totalitarisme. Dans ce livre, vous avez voulu non seulement décrire un phénomène, mais aussi l'expliquer. D'où cette question, qu'est-ce pour vous que le totalitarisme? Oui, enfin, let me start with making certain distinctions. Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Tout d'abord, une dictature totalitaire n'est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non. Un de mes amis m'a rappelé qu'une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles. Les hommes qui ont l'impertinence d'approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s'opposent. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. En URSS, peu à peu, la censure s'organise et se structure. Toute nouvelle publication suppose l'attribution d'une autorisation spéciale.
ce qui empêche bon nombre d'écrivains et d'écrivaines de faire paraître leurs écrits. Certains finissent même par déclamer leurs vers sur la place publique, faute d'autres possibilités. Fait particulièrement notable, les manuscrits censurés sont condamnés à la destruction. Mais certains agents du régime décident toutefois de les recopier avant de les détruire en toute discrétion. Anna Armatova, qui jouit de longue date d'une certaine popularité, subit de plein fouet ces restrictions. Dès 1922, 4 ans après la Révolution d'octobre, elle fait l'objet d'une condamnation. Reconnue coupable d'être un élément bourgeois par les autorités, sa production est vue par le régime comme socialement inutile, ce qui précipite son exclusion de l'Union des écrivains soviétiques. Elle est alors interdite de publication. Elle est toutefois brièvement réhabilitée au début des années 40, puis au milieu des années 50, mais ce répit est la plupart du temps de courte durée. Sa vie durant, ses déplacements, ses allées et venues seront surveillés par la police. Dans l'incapacité de gagner sa vie grâce à ses écrits personnels, elle propose ses services de traductrice et rédige des essais éloignés de toute considération politique, en particulier sur l'écrivain Pouchkine. Le contexte politique a un impact considérable sur son entourage. Les pertes qu'elle subit sont nombreuses, allant de ses amis à son mari, le poète Nikolai Gomiliev, qui est arrêté en 1921 pour complot monarchiste. Ce qui donnera lieu au poème suivant, dont il émane un grand sentiment de solitude. Automne baigné de larmes, comme une veuve, en vêtements noirs le cœur est embrumé. Elle se remémore les mots de son époux, elle ne cesse de sangloter. Il en ira ainsi tant que la neige silencieuse n'aura pas pitié de la malheureuse lasse. Oublier la douleur, oublier les caresses. On donnerait pour cela plus que sa vie. Peu après, elle exprime sa colère face aux nombreux individus qui délaissent leur terre et surtout leur langue. Elle perd de cette manière bon nombre d'alliés qui décident de tout quitter pour rejoindre l'Europe. En 1922, fustigeant les déserteurs au sens large, elle écrit les vers suivants. Ils ont abandonné leur terre aux ennemis qui la déchirent. Je ne suis pas de leur côté, leurs flatteries sont grossières, je ne les écoute pas. Ils n'auront pas mes chansons. Mais j'ai pitié toujours de l'exilé, du malade, du prisonnier. Errant, ton chemin est obscur, amer le pain de l'étranger. Ici, dans la sombre fumée, de l'incendie laissant périr ce qui restait de la jeunesse, nous n'avons esquivé aucun coup. On voit ici qu'elle finit par s'adresser directement à ces exilés, ces sans-terre, qui dorénavant ne connaîtront plus la chaleur familière du foyer. La même année, la poétesse Marina Tsvetaeva prend la décision de quitter l'URSS. Les nombreuses lettres qu'elle écrit expriment précisément ce désarroi. Elle s'installe tout d'abord à Berlin, à Prague, puis en France. Loin de constituer un nouveau départ, elle vit dans une misère noire et subit ce mal du pays qu'elle conspue. En 1932, dans l'une de ses lettres, elle écrit « Des Russes, j'en suis séparée, par mes poèmes que personne ne comprend, par ma liberté de penser que les uns prennent pour du bolchevisme, les autres pour du monarchisme ou de l'anarchisme, par mes points de vue particuliers sur l'éducation, encore une fois par tout ce que je suis. Aller en Russie, là-bas, non seulement on me fermera la bouche en ne publiant pas mes textes, là-bas, on ne me laissera pas les écrire. Bref, voici une impression précise. Je n'ai pas ma place dans la modernité. » En 1933, elle poursuit. « En France, je suis mal, solitaire, étrangère. Je n'ai pas de vrais amis. Je n'ai pas eu de chance. » À y regarder de plus près, en dehors de la distance géographique qui les sépare, l'existence des deux poétesses est finalement peu éloignée. Qu'il s'agisse de causes matérielles ou politiques, toutes deux se retrouvent dans l'impossibilité d'écrire et d'être lues. Marina Tsvetaeva est exilée de l'extérieur et Anna Armatova de l'intérieur. Une question se pose alors, comment continuer à écrire, à être lue dans ce contexte mortifère ? Comme l'écrit Marina Tsvetaeva elle-même, en France, elle est sans lecteur et en Russie, elle ne peut être publiée.
En URSS, écrire est indéniablement une activité dangereuse. Pour Anna Akhmatova, plusieurs fois interdite de publication et surveillée durant une importante partie de sa vie, il faut lutter en permanence pour poursuivre son activité littéraire. C'est à la nuit tombée qu'elle se met à noircir les pages de ses carnets pour écrire des poèmes que ses proches auront la chance de découvrir. Ils apprennent même ses écrits par cœur pour qu'elle puisse ensuite les brûler et ainsi dissimuler ses travaux d'écriture. Dans ce contexte, l'inspiration ne peut donc la visiter que le soir, comme elle l'écrit dans ce poème. Lorsque la nuit j'attends son arrivée, il semble que la vie ne tient plus qu'à un fil. Que va l'honneur, jeunesse, liberté, devant la chère visiteuse avec sa flûte. On sent ici que cette liberté résiduelle est l'unique lieu possible de l'écriture poétique. En Union soviétique, lorsque des textes se font jour, ils parviennent difficilement à leurs lecteurs. Bien souvent, ils circulent sous le manteau, et c'est le cas notamment des vers de la poétesse. Possédant d'ores et déjà une certaine renommée au sein de l'élite intellectuelle, elle continue de susciter l'intérêt. Mais qu'en est-il de tous ces auteurs et autrices dont on n'a jamais eu connaissance, ceux dont les écrits n'ont jamais été dévoilés? D'autres choisissent quant à eux de s'adapter à ce nouveau corpus de règles imposé par le régime totalitaire, mais cela n'est pas sans conséquence sur la production de l'époque. Cette nécessité d'adaptation et de compromis transforme incontestablement le paysage littéraire, comme l'affirme l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn en 1967, qui évoque l'asservissement devenu intolérable dont la littérature soviétique fait l'objet depuis des dizaines d'années, et suggère de supprimer toute censure, visible ou occulte. Car celles et ceux qui aspirent à être publiés, dissidents ou bolcheviques, sont conditionnés d'une manière ou d'une autre par le régime. Les perspectives de création sont, en ce sens, assez restreintes. Dans cette période trouble, Anna Akhmatova, dont les écrits se déploient dans l'ombre, voit son existence basculer lorsque son fils est arrêté dans les années 30. Il ne sera libéré qu'en 1956. Entre 1935 et 1940, elle écrit Requiem, l'un de ses poèmes les plus fameux qu'elle dédie aux femmes comme elle qui attendent des heures durant aux portes de la prison de Leningrad. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страдания выводит на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. Я молюсь не о себе одной, а во всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной, под красную освежую стеной. Le Requiem a été écrit entre 36 et 40. C'est un des rares témoignages littéraires spontanés de l'époque de Grande Terreur. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui étaient écrits plus tard. Mais je pense, sauf Requiem, il n'y a que le livre de Lydia Tchoukovskaya, La maison déserte, ou La maison désertée. Oui. Et Requiem n'était jamais définitivement écrit. Chaque fois, Akhmatova écrivait un poème, le lisait aux rares proches. Et après cette lecture, Akhmatova brûlait la feuille avec le poème. Et tout le texte de Requiem a été retenu par cœur. De mémoire, alors. De mémoire, par Akhmatova et par quelques amis. Avec les mots de Natalia Gorbanevskaya, amie de la poétesse, on comprend à quel point ce poème, outre la douleur qu'il porte en lui, présente un intérêt historique, puisqu'il fait partie de ces rares écrits qui expriment cette réalité silenciée,
La jeunesse du poème est, elle aussi, profondément ancrée dans cette époque troublée, puisque c'est en attendant devant la prison de son fils incarcéré qu'une femme lui demande si elle peut écrire sur ce qu'elle vive, ce qu'elle accepte. Face à cette arrestation, elle se met alors en quête de renseignements sur les conditions de détention de son fils, ce qui l'a conduit à rencontrer Lydia Tchoukovskaya, dont le mari, lui aussi, a fait l'objet d'une arrestation à la même période. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, cette écrivaine, évoquée il y a quelques instants, née en 1882, est connue pour ses écrits fictionnels subversifs, publiés dans les années 70, qui dénoncent l'arbitraire du régime soviétique. Elle s'illustre également par la défense de plusieurs écrivains, Pasternak ou Solzhenitsyn notamment. Mais c'est surtout ses entretiens avec Anna Armatova qui marquent les esprits et qui s'étendent sur plus d'un quart de siècle. Leurs entrevues débutent par une volonté commune d'en savoir plus. Puis leur relation finit par dépasser la poursuite de cette quête, leurs liens se resserrent et une amitié durable s'installe entre elles. Lydia Tchoukovskaya fait partie de ces fameux admirateurs qui mémorisent les vers subversifs de la poétesse. Au fil des années, une confiance mutuelle se déploie entre elles. Elles commencent alors à retranscrire la teneur de leurs entretiens réguliers pour en garder la trace. Mais comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est aussi l'autrice de plusieurs romans largement inspirés de sa propre existence. La Plongée, roman publié en 1972 en France, mais dont l'intrigue se déroule en 1949, met en scène une jeune écrivaine qui se voit offrir la possibilité de séjourner à la campagne dans l'une des maisons de repos de l'Union des écrivains, dont elle fait partie. Ce séjour, proche de la nature, lui permet non seulement de réaliser sa propre introspection, mais également de faire quelques rencontres déterminantes. C'est l'occasion pour l'autrice de dresser le portrait de tous ceux qui visitent ce lieu. Le microcosme dépeint ici se compose de profils d'écrivains extrêmement variés. Poètes, écrivains de science-fiction ou d'histoire pour enfants. Mais on retrouve surtout des soviétiques convaincus et d'autres plus critiques qui craignent la délation. Comme l'écrit Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, dans un système d'espionnage omniprésent où tout un chacun peut être un agent de la police, où chaque individu se sent constamment surveillé, chaque mot devient équivoque et susceptible d'une interprétation rétrospective. Le climat de suspicion qui règne dans cette maison de repos illustre tout à fait cela, chaque individu sachant qu'il peut être dénoncé. Bien qu'ils fassent tous partie des milieux littéraires, ils se méfient les uns des autres. Le point crucial de ce récit, c'est sa rencontre avec Billy Beane, un autre écrivain, dont la trajectoire personnelle fait écho à celle de son mari disparu. En aparté, ce dernier lui confie avoir été forcé de rester dans un camp pendant des années. N'ayant aucune information sur le destin de son mari, elle se plonge corps et âme dans l'existence de cet homme, détruit par le régime. Ils partagent de longues promenades en forêt, qui accueillent leurs réflexions poétiques. Aujourd'hui, il faisait gris et bourbeux dans le bois. On marchait dans une boue liquide et bleuâtre. Mais ici, au grand air, même la boue paraissait belle, argentée. C'était dommage de la piétiner. Je commençais à réciter des vers, à chercher les sons qui s'harmoniseraient avec ces bouleaux, cette neige précaire. J'essayais Pouchkine, Pasternak, Nekrasov, Armatova. Oui, tous étaient originaires de ce lieu, tous convenaient à ce lieu. Tous les mots avaient poussé sur cette terre et, imprégnés de l'air d'ici, s'étiraient vers le ciel comme ces bouleaux. En les récitant, je sentais non seulement la beauté de la poésie, mais aussi sa lassitude et la joie qu'elle se donnait à elle-même. Ils évoquent également la réalité des camps. Grâce à ces révélations, le personnage principal en déduit rapidement le sort qui a été réservé à son mari. Il l'avait tué purement et simplement, et toutes les longues heures que j'avais passées à faire la queue à Leningrad et à Moscou avaient été inutiles. Toutes les démarches, les lettres, les demandes de révision de procès. Tout était venu trop tard. Pendant que je courais encore d'un guichet à l'autre, Alyosha était déjà couché depuis longtemps sous la terre. Où l'avait-il enterré? Après l'avoir tué, ils avaient continué à me mentir pendant de longues années. Rien ne justifie une révision de procès,
À l'expiration de sa peine, il vous écrira lui-même. Sa mort ne nous a pas été notifiée. Et la dernière fois, il y a 2 ans, peut-être est-il vivant, peut-être est-il mort. Comment voulez-vous que je le sache ? Nous ne sommes pas le bureau de l'état civil, citoyenne. On ne nous informe pas des décès. Adressez-vous au bureau de l'état civil. Si étrange que cela pût paraître, je dormis cette nuit-là. Peut-être valait-il vraiment mieux pour Alyosha d'être mort ainsi. Dans ce roman, on sent également toute la culpabilité ressentie par cette femme du fait de sa propre survie. Elle s'exprime d'ailleurs ainsi. Aujourd'hui, j'avais compris de quoi j'étais coupable. Je l'avais compris en rêve. J'étais vivante. Voilà ma faute. Je vivais, je continuais à vivre. Cette réflexion, qui hante l'autrice, se retrouve également dans ses entretiens avec Anna Armatova. En mars 1956, 3 ans après le décès de Staline, un rapport sur les crimes qu'il a commis est diffusé. Elle écrit « J'ai envie de demander à Anna Andreevna pourquoi j'ai le cœur si lourd, en dépit de la joie que j'éprouve. Elle est la seule à pouvoir m'expliquer pourquoi. Nous avons actuellement toutes sortes de raisons de nous réjouir. Or, chacune de nos joies est empoisonnée. Même la plus grande de toutes les joies possibles, le retour de nos amis. Ne suis-je donc pas contente ? Si je répondais non, je serais de bois, une bûche, une motte de terre gelée. On peut donner asile à ses amis, les vêtir, les soigner, faire des démarches pour leur trouver un logement, pour obtenir au plus vite leur réhabilitation ou leur réintégration dans l'Union des écrivains. Tout cela, je le fais moi-même, et j'aide d'autres à le faire, avec succès. Pourtant, tout au fond de moi, un poison trouble se mêle à ma joie. Est-ce la honte d'avoir échappé à leur sort, la honte de mon silence, de notre silence à tous, pendant qu'eux souffraient le martyre ? Mais à l'époque, parler, c'était creuser sa propre tombe. C'était s'y enterrer vivant et y précipiter ses proches. C'était se perdre, sans apporter le moindre soulagement à ceux qui souffraient. Logiquement, cela pourrait servir de justification, mais ça n'en est pas une. La honte n'est pas de la fumée, mais elle pique les yeux. On perçoit ici à quel point la crainte a maintenu les populations dans le silence, la terreur. Ces 2 écrivaines qui ont, comme tant d'autres, subi de plein fouet le régime bolchevique, incarnent les voies de la résistance à l'oppression. Leur destin, entrecroisé, témoigne d'une amitié profonde, née dans l'adversité, au plus fort de la terreur stalinienne, et d'un amour commun pour les mots. Mais leurs écrits sont surtout une ode au courage et à la liberté qu'elles se doivent de sauver, comme l'écrit Anna Armatova en 1942 dans l'un de ses poèmes. « Nos horloges sonnent l'heure du courage, et le courage ne nous abandonnera pas. » Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme toujours, un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir ce projet, je vous invite à commenter afin d'améliorer son référencement. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté, vous pouvez également trouver sur la chaîne un autre épisode dédié cette fois aux autrices russes exilées. À bientôt pour un nouveau numéro des Courbes Gracile.